De retour à Nantes, toujours au musée d'art de Nantes, pour ce forum Zéro Carbone. Nous sommes en plateau ici avec Yann Robiou-Dupont. Bonjour professeur, docteur, pardon. Nous sommes également avec Azlise Gouez, vice-présidente de Nantes, en alliance des territoires anthropologues et oui, et vice-présidente de Nantes Métropole. Ça suffira pour l'instant. Toujours via les réseaux sociaux, nous sommes avec Madame Azlise. Non, pardon, nous sommes avec Madame Emilia Seize, j'y perds mes mots. Bonjour Madame, désolé pour votre défaite hier au football. Et puis nous allons également retrouver Véronique Andrieux qui va prendre la parole dans quelques instants. Véronique Andrieux, vous êtes spécialiste en développement international. Vous avez entre autres dirigé Action contre la faim. Vous êtes aujourd'hui directrice générale du WWF France depuis 2019 et vous œuvrez au sein du World Wildlife Fund for Nature pour la préservation des milieux naturels et des espèces animales ou végétales les plus menacées en vous efforçant, et c'est là la gageure, de mobiliser l'ensemble des parties prenantes de la société. Madame Véronique Andrieux, j'ai une première question pour ouvrir cette table ronde. Territoire face au double défi climat-santé. Quels sont les liens entre dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité et santé humaine? Bonjour à tous, et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Il s'agit effectivement d'un triple défi. Parfois, on oublie de mentionner la nature, la biodiversité et les milieux naturels. Or, ils sont étroitement liés au climat et à la santé humaine, comme on va le voir. Quand on parle de santé et des villes et de comment agir, par exemple, si on prend les liens entre climat et santé, on sait qu'il y a environ, si on prend la France par exemple, 40 000 morts prématurées par an en raison de la pollution de l'air, de la mauvaise qualité de l'air, en raison des particules fines. Il y a aussi une hausse des maladies cardiovasculaires et respiratoires qui sont liées aux pics de chaleur et aux canicules. On a aussi une étendue plus grande en fait des vecteurs de transmission de maladies tels que les moustiques, avec des maladies comme le dengue. Donc en termes de biodiversité, c'est plutôt la nutrition par exemple qui est liée aussi à la qualité de la nutrition qui est liée à la production agricole. Quand on a une production agricole qui est donc intensive et basée sur les intrants chimiques, les pesticides, les engrais azotés, etc., ça agit aussi, ça se retrouve dans nos organismes, sur notre santé. De même, les milieux naturels, les ressources naturelles qui sont absolument cruciales pour la recherche médicale. Donc, il y a de très grands liens, c'est totalement indissociable entre tout ce qui est climat, nature et santé humaine. Il est affirmé que 80% des objectifs de développement durable, les PBES, sont à risque si on continue à détruire la nature. Et ça nous a été cruellement rappelé depuis le démarrage en fait, de cette pandémie Covid, puisque il s'agit de zoonoses, c'est-à-dire de maladies transmises de l'animal à l'homme. Et les maladies, elles ont plusieurs effets. D'une part, elles augmentent l'exposition entre les populations humaines et les animaux, et elles perturbent les équilibres écologiques qui du coup favorise en fait les risques infectieux envers l'homme. Donc la nature joue un rôle naturel de barrière d'espèces et de régulation de pathogènes. Si nous détruisons la nature, ce rôle qu'elle joue de protection de l'humain et de notre santé, eh bien, est érodé avec elle. Donc il y a une vraie convergence en fait entre les crises sanitaires et la crise écologique. Justement, ça m'amène à cette question, puisque vous allez publier prochainement des études de cas pratiques. Quelles sont les pistes de réflexion que vous proposez à la WWF France et les solutions fondées sur la nature en milieu urbain? Alors, on a aujourd'hui une situation climatique absolument terrifiante. On a tous vu le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, qui acte du coup qu'on a non seulement on a en France atteint plus 1,7 degré
en termes de changement climatique. Ça, on est bien au-delà en fait du 1,1 degré au niveau de la moyenne globale. Il y a donc besoin d'agir non seulement en matière d'atténuation, mais aussi en matière d'adaptation au changement climatique et d'augmenter la résilience en fait des populations. Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale habite dans les villes et ça augmente. Donc, les populations urbaines sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Et il est absolument nécessaire d'agir sur la partie atténuation et sur la partie adaptation. Alors, le WWF a travaillé sur un rapport qui a fait une analyse de 8 études de cas sur des solutions fondées sur la nature appliquées au milieu urbain, c'est-à-dire en intégrant la nature dans les villes, non seulement en milieu urbain dans le centre-ville, mais aussi en milieu périurbain. Et donc ça, on voit que les impacts sont extrêmement importants en termes de réduction de la température, on a des îlots de chaleur en ville très forts, donc de réduction de la température, d'amélioration de la qualité de l'air avec une réduction des particules et aussi d'accès à l'eau et de qualité et d'améliorer aussi le bien-être des populations et en passant créer des emplois. Donc c'est vraiment les solutions fondées sur la nature, bien sûr, ne sont pas la recette miracle. La priorité numéro 1, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, bien entendu, mais les scientifiques sont très clairs pour dire que jusqu'à 1/3 des efforts d'atténuation peut venir des solutions fondées sur la nature. Les solutions fondées sur la nature, c'est des forêts, c'est des prairies, c'est des zones humides qui sont préservées ou restaurées. Et donc, elles peuvent, ces solutions fondées sur la nature, non seulement elles jouent un rôle de puits carbone, puisqu'elles capturent et elles stockent du carbone, mais aussi elles permettent d'améliorer l'adaptation et la résilience au réchauffement climatique. Donc, par exemple, une étude de cas qu'on souhaite mettre en avant parmi les 8 que nous avons analysées, c'est celle de Séoul, en Corée du Sud, qui est donc la capitale de la Corée, qui a restauré en fait le cours d'eau qui traverse la ville et qui jusque-là avait été recouvert pendant des décennies par une autoroute à plusieurs étages. Et donc cette restauration qui s'est faite donc sur plusieurs années a permis en fait de restaurer le cours d'eau et de revitaliser le centre-ville. Donc ça a permis en termes de bénéfices, d'une part de créer 400 hectares de parcs et 6 km de corridors écologiques. Ça a permis de revenir à des dizaines d'espèces d'oiseaux et de poissons qui ont été donc répertoriés dans la ville. Ça a permis de conserver les températures entre -3 et -5 degrés par rapport à la moyenne préexistante. Ça a permis aussi de réduire de 35% la pollution en particules fines. Et ça a permis aussi de créer des emplois et d'avoir des dizaines de milliers de personnes dans la ville qui profitent en fait de ce parc et de cet environnement pendant les week-ends. Donc ça, c'est un exemple en fait de solution fondée sur la nature qui répond en fait aux objectifs de neutralité carbone, en tout cas qui contribue à répondre aux objectifs de neutralité carbone et d'avoir aussi un agenda de nature positive. Donc en termes de biodiversité et en termes d'adaptation et résilience. On pourra bénéficier de l'explication, en tous les cas, des 8 autres exemples concrets que vous avez analysés à la WWF lors du Congrès mondial de la nature qui se tiendra du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille. Madame Andrieux, je sais que votre temps est compté. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Je vais tout de suite laisser la parole à Madame Saiz, Emilia Saiz. Vous êtes secrétaire générale de la CGLU, le réseau mondial des villes, gouvernements locaux, régionaux et métropolitains et leurs associations. La CGLU a représenté et représente et souhaite défendre et amplifier la voix donc de ces gouvernements locaux et régionaux. Et en tant que mouvement universel pour la santé, en tant que membre de ce mouvement universel pour la santé 2030, vous rappelez aux dirigeants mondiaux, Madame Saiz, leurs engagements en faveur de la couverture universelle de santé. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et bravo à notre métropole d'avoir organisé cet événement avec la tribune.
Je suis toujours très honorée d'être avec vous. Eh bien, nous nous rendons compte que les défis sont plus complexes que nous le pensions et que nous l'envisagions jusqu'à présent. Et CGLU, en tant que secrétaire général de CGLU, je ressens les effets de cette inaction et le potentiel de notre action. Avec cette pandémie, certaines choses que nous savions déjà, que les scientifiques nous disaient déjà, mais qui étaient restées abstraites dans notre connaissance, sont devenues tangibles, empiriques, sont devenues réelles. Nous avons vu ce que cela signifiait de ne pas agir suffisamment et d'avoir des virus qui se développent et qui commencent à circuler partout dans le monde en entraînant tous ces problèmes de santé parce que nous n'avons pas pris soin de notre planète, de notre environnement. Nous avons aussi pu comprendre que, en fait, la santé, c'est beaucoup plus global. Il faut vraiment prendre soin de notre vie ensemble. C'est pour ça que notre leadership politique avec CGLU, comme avec Nantes Métropole, comme pour Paris, comme d'autres villes en France et dans les 140 autres pays où nous sommes représentés, nous voulons apporter cette dimension à la discussion. Nous voulons dire que nous devons agir beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus résolue pour changer notre modèle, pour nous adapter, pour réduire l'impact du changement climatique par rapport, par exemple, au transport public, par rapport aux services locaux proposés dans les villes, pour qu'on puisse atteindre cet objectif de zéro carbone. C'est pour ça que nous demandons à nos membres de rejoindre nos différentes initiatives et nous cherchons à démontrer aux États membres que nous pouvons vraiment avancer rapidement. Il faut changer de modèle très vite. Nous voulons aussi parler à la communauté internationale et c'est ainsi que nous devons parler des systèmes de santé. Les systèmes de santé sont très importants et ils doivent être reliés avec les services, la fourniture de services locaux, la fourniture de services de base comme l'eau, les transports, l'assainissement, les déchets, l'éducation et tous ces services qui sont essentiels à notre santé. Et nous devons nous assurer qu'il y ait suffisamment de financement pour financer ces services et que les priorités de cette fourniture de services et de nouveaux services qui vont être ajoutés vont changer. Nous devons comprendre que dans un avenir proche, pour éviter une consommation énorme d'énergie, par exemple, nous aurons peut-être besoin de rester plus à la maison, de peut-être diminuer notre temps de travail. Nous devrons peut-être aussi regarder notre consommation d'énergie liée à notre mode de vie digital. Peut-être qu'on n'en a pas encore pris conscience dans l'agenda international et les villes commencent à en prendre la mesure et à agir là-dessus. Donc, établir des liens entre toutes ces variables est très important. Et le deuxième point que je voudrais mentionner, donc d'abord la fourniture de services locaux, la santé, le changement climatique, tout ça est lié.
Et nous devons aussi nous assurer que le débat sur le climat est lié au débat sur le développement. Et il faut regarder ça d'un point de vue universel. Quand je vois les représentants, les jeunes représentants qui nous ont parlé avant, je trouve qu'ils sont très inspirants. Bien sûr, nous avons besoin d'une action politique. Nous devons regarder la responsabilité collective. Et c'est aussi vrai que nous devons avoir de l'impact et parler de l'universalité de l'humanité. Pour pouvoir, on ne peut pas imposer une approche aux pays du Sud qui n'ont pas atteint le même niveau de développement. Donc, il faut vraiment différencier les responsabilités et il faut vraiment un développement équitable et juste. Et nous devons faire partie de cette discussion. Donc, le lien entre les modèles de développement et le changement climatique sera très important. Et ensuite, le troisième aspect, et je crois que Véronique en a déjà parlé, c'est avoir une autre relation avec la nature. Nous devons arrêter de voir la planète comme juste le fait qu'elle nous fournit des ressources. Nous devons trouver des solutions basées sur la nature et nous devons aller plus loin et aussi développer un pacte intergénérationnel avec des responsabilités partagées sur la façon dont nous allons pouvoir utiliser ces ressources à l'avenir, mais aussi comment nous pouvons nous assurer que nous comprenons la planète, le fait que la planète a des droits également et que les droits humains sont aussi les droits de l'humanité, les droits de la planète et la déclaration des droits de l'humanité avec notre partenariat avec Madame Lepage est très important, est essentiel parce que nous devons nous battre pour cela aussi dans l'avenir. Cela comprend aussi le défi de la biodiversité. Donc, c'est pour ça que ce réseau de cités et gouvernements locaux unis, nous travaillons avec aussi le réseau C40, avec l'association, l'ONG Climate Chance. Nous développons ces partenariats. Nous voulons avoir un nouveau pacte pour l'avenir, un nouveau contrat social avec un agenda universel dans le cadre des objectifs de développement durable et pour encourager la transformation à partir d'un niveau local vers un niveau plus universel en se concentrant sur le changement de la relation entre les personnes. Donc, se battre contre les inégalités, bien sûr, ça c'est au cœur de nos solutions, et aussi changer notre relation avec la planète et changer notre modèle de gouvernance. Avoir un modèle de gouvernance qui permette un leadership au niveau local pour préserver les ambitions de la communauté. Ceux d'entre vous, les leaders locaux qui agissent sur ces sujets, vous savez qu'il y a des personnes qui sont très réticentes à apporter ces changements parce qu'ils se sentent très éloignés de ces problèmes. Mais nos gouvernements, tous nos gouvernements, nos sociétés doivent nous rejoindre et c'est essentiel que nous ayons aussi le soutien de la société civile et ce soutien au niveau local pour enclencher cette transformation. Les efforts que nous entreprenons pour encourager cela doivent aussi passer au niveau financier par les gouvernements locaux.
Merci Emilia 16. On note qu'on ne peut pas demander la même chose en Afrique que dans les pays développés. Je sais que vous œuvrez actuellement avec la CGLU en Afrique. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre depuis l'Espagne. Je vais maintenant donner la parole à la vice-présidente de Nantes Métropole, Madame Azilise Gouez. Madame la vice-présidente, votre micro fonctionne ? Je crois qu'il fonctionne. Voilà, Vous première m'entendez ? question. Parfait, nous vous entendons. Vous êtes anthropologue de formation et directrice de recherche à l'Institut Jacques Delors. J'ai une première question pour vous, très simple, mais tellement vaste. Quelles sont les questions et les enjeux qui s'offrent ici à Nantes ? Je vais peut-être resserrer un peu la question pour répondre selon les termes de cette table ronde. Et puis, peut-être, pour commencer, moi, j'aimerais donner une traduction locale du grand panorama qui a été dressé au préalable par Madame Andrieux. C'est-à-dire que ici, à Nantes, la spécificité, c'est que on est dans un territoire estuarien. Donc un territoire à la fois très riche sur le plan de la biodiversité, mais aussi particulièrement vulnérable, et aussi un territoire très dynamique sur le plan démographique et économique, ce qui veut dire que on doit concilier cet impératif de préservation de nos zones humides, de ces milieux estuariens, avec un impératif d'accueil de nouvelles populations. Et il y a, on en parlera un peu plus tard dans cette table ronde, une manière spécifique à Nantes de répondre à ces enjeux à travers la coopération entre territoires urbains et ruraux. Je voudrais commencer peut-être par caractériser un peu rapidement ce que l'on entend par, ce que c'est qu'un territoire estuarien. Le grand territoire nantais, le territoire de la Loire-Atlantique. Donc c'est à la fois un territoire littoral baigné par l'océan Atlantique, et puis c'est aussi l'embouchure de ce grand fleuve, grand et majestueux fleuve qu'est la Loire. Donc c'est un territoire qui est constitué très largement de zones humides. On a par exemple au nord de la Loire le marais de Brière, qui a aussi une histoire humaine, politique très intéressante. Au sud, on a par exemple le lac de Grandlieu, qui est le plus grand lac naturel de plaine en France, donc avec une richesse ornithologique, de faune, de flore absolument exceptionnelle, à tel point que ce lac de Grandlieu a été classé comme zone humide d'intérêt international en 1995. Donc ces zones estuariennes, elles sont très importantes parce qu'elles sont ce qu'on appelle des nurseries de la mer, c'est-à-dire que ce sont des habitats vitaux pour des milliers d'espèces marines, des milieux qui fournissent la nourriture idéale, mais aussi l'environnement protecteur nécessaire à la reproduction des poissons et des coquillages. Vous connaissez tous les huîtres, par exemple. Ce sont des sites essentiels pour la biodiversité. Donc là, on a une incarnation locale du panorama qui était dressé par Madame Andrieux. C'est-à-dire que ce sont des territoires qui sont absolument cruciaux, par exemple, pour l'alimentation, la nidation et le repos, tout simplement, des oiseaux migrateurs. Et ce sont des milieux cruciaux aussi pour la biodiversité, puisqu'on sait qu'ils produisent 4 à 10 fois plus de matière organique, qu'un champ de blé de la même surface. Et enfin, l'identité estuarienne de Nantes, elle a évidemment pas qu'un pan naturel, elle a évidemment c'est aussi une histoire de peuplement et d'activité économique très ancienne, puisque depuis des milliers d'années, et les hommes ont peuplé ces zones estuariennes qui sont de vraies interfaces du commerce et des échanges entre civilisations. Donc tous ces équilibres aujourd'hui, à la fois humains, non humains, naturels, cette interaction-là, c'est ce qui est fragilisé, menacé par le dérèglement climatique. Donc on est exposé, comme tous les territoires du monde désormais, à la multiplication des sécheresses, avec tout ce que ça emporte pour notre agriculture. On est sur un territoire qui est très agricole, une vieille terre d'élevage notamment, mais aussi de maraîchage. On a évidemment, puisque on est un territoire d'eau,
d'eau de mer, d'eau douce, on est exposé au risque de submersion et d'inondation, à la fois sur notre côte littorale, dans nos marais, et puis évidemment au bord de la Loire. Donc par exemple, on estime que sur le territoire de ce qu'on appelle le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, donc on a la ville de Nantes et puis plus loin sur l'estuaire, plus proche de la mer, la ville de Saint-Nazaire. Sur ce grand territoire-là, on estime qu'on a plus de 30 000 personnes qui sont exposées au risque d'inondation. Et par ailleurs, on est un territoire, je l'ai dit, très dynamique, qui accueille de nouveaux arrivants, qui accueille de nouvelles entreprises. Le dynamisme démographique de Nantes, c'est pas seulement l'accueil de nouvelles populations qui viennent d'autres territoires, c'est aussi un vrai dynamisme endogène. C'est-à-dire que la démographie du grand territoire est dynamique. C'est-à-dire qu'on est confronté au défi de devoir, sur le grand territoire, sur le département de Loire-Atlantique, de devoir accueillir 16 000 nouveaux habitants par an. Et donc, je vais m'arrêter là puisqu'on parlera dans un deuxième temps de la façon dont on s'organise à travers la coopération, le jeu entre nos complémentarités de territoires ruraux, de territoires urbains pour faire face à ces défis. Mais voilà, le défi, c'est un territoire fragile, un territoire très riche sur le plan naturel et un territoire qui doit rester un territoire d'accueil pour les gens qui souhaitent venir s'y installer et un territoire sur lequel on doit continuer de faire en sorte que nos habitants vivent bien. Vivent bien et que ça reste un territoire attractif également. Oui. Ça me permet de donner la parole à Monsieur Yann Rebiot-Dupont. Vous êtes docteur, vous êtes membre en tant qu'analyste chez Climate Analytics et vous évaluez l'ambition des nouveaux engagements des villes, mais pas uniquement des villes, des États face au changement climatique. Pour une ville comme Nantes, l'engagement, il est important. Est-ce que vous l'avez étudié? Je sais que vous travaillez plutôt à l'échelle d'un pays. Vous êtes spécialiste de différents États. Vous avez travaillé plutôt dans le monde anglo-saxon. Mais sur le cas de Nantes, puisqu'on sait qu'on doit réévaluer l'augmentation des températures, est-ce qu'il ne faut pas, même si les enjeux sont celles qui viennent de nous être décrits par Madame Gouez, est-ce qu'il ne faut pas à chaque jour se dire qu'il faut réévaluer les choses et peut-être encore plus s'engager dans cette lutte contre ce changement climatique qui gagne du terrain? Merci. Effectivement, ça c'est sur l'approche qu'on a en général du changement climatique. On a cette vision des accords internationaux, des accords de Paris, l'accord global sur le fait de poursuivre 1,5 degré. Et puis c'est un référentiel que la population utilise souvent. On a entendu avant Youth for Climate qui utilise ça vraiment comme objectif global au-delà même de la situation actuelle. Ce qui leur importe, c'est le point d'arrivée du monde à cette échelle-là. Après, on a les États qui négocient ensemble et c'est effectivement ce genre de négociation sur lequel j'ai travaillé et à essayer de quantifier combien la France doit faire, combien chaque État doit faire, qu'est-ce qu'on est en droit de demander. Et encore une fois, ça touche à la question qui posait, que Youth for Climate posait sur la responsabilité qui est souvent renvoyée sur l'individu et que veulent voir échoir au niveau des États. Et puis petit à petit, on descend en échelle et il y a la question de la responsabilité des villes. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on vient de finir une étude pour le C40, donc une alliance de grandes villes du monde. Et on va avoir de plus en plus cette articulation entre les différentes échelles d'action. Qu'est-ce que peut faire une ville? Qu'est-ce que peut faire un citoyen? Avec les différentes possibilités qu'ils ont. Les villes n'ont pas la même liberté qu'un État. Et par contre, ils ont peut-être une meilleure capacité à mobiliser les citoyens, à récupérer les bénéfices aussi locaux en termes de santé, que ce soit de qualité de vie, de pollution de l'air, de gestion des vagues de chaleur. Et les villes en question peuvent donc à la fois aider à faire ce lien entre les échelles, mais aussi ont un rôle de solidarité internationale qui est difficile à appréhender. Les indications qu'on voit dans les rapports du GIEC qui indiquent combien la France doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ou ce dont on a entendu parler avant sur le Haut Conseil pour le climat, ces indicateurs-là montrent les transformations qu'on doit mettre en place au niveau de la France et qui sont déjà très difficiles. On a à peine commencé à s'y attaquer. Ces transformations-là sont encore plus exigeantes
dans les pays en voie de développement. Les indicateurs du GIEC, eux, quand ils s'attaquent aux transformations donc tangibles de l'économie de ces différents pays, ils n'adressent pas la question directement de qui doit payer. Et donc il faut garder en tête que les défis qu'on a là en France sont déjà importants, mais en plus on a une responsabilité qui est reconnue aussi dans les accords internationaux et que le GIEC commente par ailleurs, mais il y a une responsabilité des différents acteurs et qui est encore un peu à définir pour les villes de soutien international, et donc aussi la contribution qu'on a eue avant de la CGLU ou des alliances comme C40 peuvent permettre, ou Climate Change dont on a eu sénateur Ronan Dantec avant qui a discuté, peuvent permettre et doivent aider à accélérer cette prise de conscience des défis qui peuvent être encore plus importants dans d'autres territoires. Donc vous êtes en train de nous annoncer que des villes comme Nantes, qui ont quand même, voilà, qui sont attractives, qui sont des villes métropoles, qui ont des moyens, doivent plus agir pour le climat. Et c'est en cela qu'il faut voilà, que chacun porte le poids en fonction de la richesse ou de la capacité qu'elles ont. Voilà, effectivement, on a une urgence climatique qui a été rappelée juste avant par les jeunes de Youth for Climate. Il y a une prise de conscience qu'on constate chez les acteurs économiques. Ici, dans ce forum, on a pu en entendre aussi et puis discuter avec beaucoup d'acteurs donc politiques et économiques. Mais il y a vraiment une question d'urgence qui doit bien être comprise, et c'est pour ça qu'on observe maintenant une diversité des moyens. Donc évidemment, il y a un engagement des volontaires d'acteurs économiques qui est très utile. Il commence à y avoir des lois qui sont lentement votées pour mettre en place des objectifs climatiques, mais il y a une lenteur dans tout ce processus au vu de la rapidité de l'action dont on a besoin pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comme était mentionné aussi juste avant, il commence à avoir aussi les actions en justice. Alors à la fois pour des questions de qualité de l'air qui vont être liées à des questions de climat. De plus en plus, il y en a sur la responsabilité des États, des territoires. Il y a aussi des villes qui poursuivent des États. Et toutes ces actions, Youth for Climate aussi a une action en justice qu'on informe, enfin, que moi et d'autres scientifiques informons contre 33 pays d'Europe. Et donc vraiment, on doit avoir un réalignement entre les opportunités qu'on peut avoir au niveau local ou selon les milieux où on est, et les objectifs globaux qui sont très importants. Et ça implique aussi une solidarité internationale pour aller plus rapidement et plus efficacement. Mais vous n'avez pas pris position et c'est compliqué en disant, voilà, Nantes Métropole doit faire plus parce qu'ils ont plus les moyens, c'est compliqué. Mais on doit donc, si je comprends bien, la seule façon, c'est de... On doit faire plus, on doit tous faire plus. On doit tous faire plus. Oui, ça m'amène donc à cette organisation et ici sur l'Alliance des territoires. C'est un outil pour réconcilier climat et santé sur la métropole de Nantes. Oui, parce que... Oui, ça fonctionne. Oui, bien. ça fonctionne, d'accord. Oui, mais l'enjeu, c'est pas seulement que Nantes Métropole fasse plus, c'est-à-dire que Nantes Métropole a pris des engagements très ambitieux en matière de réduction des gaz à effet de serre, mais si la métropole ne se préoccupe pas, et ça a été dit par Ronan Dantec, de ses externalités, si je puis dire, c'est-à-dire que si on atteint nos objectifs en interne, sans se préoccuper par ailleurs du fait que notre marché de l'immobilier repousse de l'autre côté des frontières de la métropole, les ménages les plus modestes, les jeunes familles qui n'ont pas les moyens de se loger sur le territoire de la métropole, mais qui néanmoins doivent chaque jour faire des trajets pendulaires dans leur voiture individuelle vers le centre, vers la ville-centre, ça n'est pas satisfaisant. Donc c'est vrai que nous, la spécificité nantaise, et ça a été affirmé très clairement ce matin par Johanna Roland, notre spécificité, ça a été de se dire que la réponse
à ce défi climatique, à ce défi du bien-être de nos populations. Notre réponse au double défi, là encore Johanna Rolland a été très claire, des inégalités sociales et de la transition écologique, c'est de jouer collectivement avec les territoires voisins de la métropole. Donc c'est ce que Johanna Rolland a qualifié de nouveau modèle ce matin de la métropole coopérative. Et c'est vrai qu'ici dans l'Ouest, en Bretagne, on a un terreau très fertile, on a une tradition de coopération qui fait que les choses s'organisent plus facilement peut-être qu'ailleurs. Et donc cette politique de coopération entre territoires, qu'à Nantes on appelle l'alliance des territoires, on la mène à travers un double volet, si je puis dire. D'une part, on s'intéresse on répond aux vulnérabilités de tous nos territoires, vulnérabilités systémiques et qui touchent autant les territoires ruraux que les territoires urbains, en construisant une stratégie conjointe de production, mais aussi d'allocation des ressources. Ressources alimentaires, ressources énergétiques. Johanna Rolland a parlé ce matin de la transformation de notre modèle agricole et alimentaire, puisque évidemment les deux vont de pair. On ne peut pas parler d'alimentation sans parler d'agriculture. On a la chance sur ce grand territoire d'avoir une agriculture assez diversifiée qui produit à la fois des fruits, des légumes, une tradition d'élevage, je l'ai dit, l'élevage dont on sait, et là je parle plutôt des systèmes herbagers, de l'élevage en pâturage, qu'il est sans doute l'un des modes d'agriculture le plus adapté et aux zones humides et à leur entretien. Donc j'ai parlé tout à l'heure de cette omniprésence des zones humides sur notre territoire. Donc on a par exemple la race locale, les vaches nantaises, qui pâturent une bonne partie des marais, par exemple à Bougnay. On a des terres publiques sur ce territoire-là, mais aussi depuis quelques semaines la prairie de Mauves, non loin du centre de Nantes. Donc sur ce pan de l'agriculture et de l'alimentation, notre volonté, en fait, c'est que la métropole assume son rôle de locomotive dans la structuration de filières agricoles et alimentaires qui maximisent la part des ressources locales. Et on a pu, par exemple, récemment, alors c'est pas très glamour, mais c'est crucial, prendre une décision, un engagement de financement, par exemple, d'un dispositif d'abattoir mobile, parce qu'il n'y a pas d'élevage local sans aussi la capacité pour nos éleveurs, y compris les plus petits, d'abattre leurs bêtes localement. Et puis on a évidemment un énorme défi d'installation, de renouvellement des paysans, c'est-à-dire d'installation de jeunes sur nos fermes. Et donc là encore, Johanna Rolland l'a dit, évidemment, cette politique-là d'installation, elle ne peut pas se construire seulement sur le territoire de la métropole, puisqu'on n'a pas assez de terres agricoles disponibles. Et donc, on travaille avec les territoires voisins sur des stratégies communes d'installation de jeunes. Et cette question des terres agricoles, elle est évidemment cruciale pour à la fois la question de l'alimentation de qualité, de ce qu'on va donner demain à manger aux enfants dans nos cantines, de ce qu'on va donner à manger aux personnes âgées dans les EHPAD, mais c'est aussi crucial sur le plan de tout simplement de la préservation d'une certaine fraîcheur, puisque voilà, entre du béton et de l'herbe, on connaît la différence. Deux mots rapidement sur les ressources énergétiques. On s'organise aussi à l'échelle du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire dont j'ai parlé, pour avoir un schéma directeur de l'énergie qui soit commun, c'est-à-dire qu'on discute ensemble de notre stratégie énergétique. Qu'est-ce qu'on veut demain? Est-ce qu'on veut de la méthanisation? Avec toutes les questions que ça pose en termes de... disons qu'on n'a pas envie que nos ressources alimentaires finissent peut-être dans des méthaniseurs. Est-ce qu'on veut du photovoltaïque? Est-ce qu'on veut de l'éolien? Quelle part pour chacun? On doit penser
penser un mix énergétique. Donc ça se discute avec nos voisins. Julie Larnous a aussi évoqué la tradition, le mouvement anti-nucléaire qui a été très fort sur ce territoire. Il y a eu le Carnet en 81, puis à nouveau la lutte contre la centrale nucléaire du Carnet au début des années 80, dans les années 90 à nouveau. Il y a eu un peu plus loin en Bretagne Plogoff, évidemment. Donc là, on a quand même des citoyens qui se sont organisés, par exemple, pour porter, c'est le cas sur un territoire voisin, celui du territoire de Redon, un projet de production éolienne via un financement citoyen, et ensuite l'épargne qui sort, les profits générés par ce projet sont rendus aux citoyens et réinjectés aussi dans des programmes d'éducation à la sobriété énergétique. Donc ça, c'est pour le pan ressources alimentaires, énergétiques. Et par ailleurs, on travaille aussi à un modèle de développement qui soit un modèle de développement partagé, en travaillant collectivement sur le nœud. On est un territoire accueillant, je l'ai dit tout à l'heure. Accueillir des nouvelles populations, ça veut dire construire des logements. Donc comment on fait pour construire ces logements tout en préservant, tout en l'impératif de zéro artificialisation nette. Et ça implique de travailler avec nos voisins sur la revitalisation des centres-bourgs, sur la densification, sur le développement par exemple de tiers-lieux, le développement du télétravail pour que les gens qui vivent dans toutes ces petites villes autour de Nantes n'aient pas nécessairement à se déplacer chaque jour. Et puis, cette question du télétravail, ça rejoint ce qui a été dit avant par Madame Seyss, c'est aussi la question du bien-être, c'est la question de la conciliation des temps. Et puis à partir de ce travail de redéploiement du développement économique entre la métropole, enfin de partage, je dirais, du développement économique entre la métropole et toutes ces petites villes qui maillent notre territoire, c'est l'une des grandes forces de notre territoire aussi, et il en découle une politique évidemment de mobilité. On a évoqué les transports collectifs, mais il y a aussi le covoiturage qu'on l'on développe avec nos voisins, qui est en quelque sorte le transport collectif du périurbain. Et puis aussi, on a tout un travail à faire évidemment sur le ferroviaire pour que vive cette ville polycentrique et cette étoile ferroviaire qui la sous-tend. Merci pour cet état des lieux. Merci Madame Goez, merci à vous, docteur, de nous avoir fait partager un peu de votre temps. Je sais que vous retournez à Berlin, vous êtes un spécialiste, on vous a vu pas mal sur les plateaux de mes confrères parler de la crise au Canada, vous étiez intervenu également sur la crise en Australie. Il y a quelques temps, le président Chirac avait dit que le monde brûle, enfin là il ne brûle plus, il surchauffe, on est dans un état absolument incroyable. Effectivement, on voit des effets qui sont vraiment visibles et prégnants partout. On a toujours cette impression que c'est des effets qui pouvaient se produire avant, mais on voit leur multiplication, on voit leur intensification. Et en France aussi, on voit des effets de plus en plus visibles. Et on commence même de plus en plus, comme je disais, à avoir même des actions en justice sur ces questions-là, à la fois de la part de citoyens, mais même de collectivités locales, comme était mentionné avant. Vous m'aviez dit, dernière question en préparant cette émission, que vous comptiez porter plainte contre vous-même. Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout ou pas ? Je ne suis pas juriste, donc je cherche toujours Vous êtes un sacré émetteur de carbone, docteur. Et oui, non, mais effectivement, ça pose la question comme ce qui était dit avant, du partage de responsabilités. Et il manque quand même suffisamment de plans et de clarté sur la responsabilité des différents acteurs. Et donc, pour l'instant, on voit effectivement de plus en plus ce manque de responsabilité et ce manque d'ambition qui est caractérisé chez les États, chez les entreprises, et qui rejettent souvent aussi la faute, comme c'était dit avant, sur le citoyen. Mais c'est aussi le rôle de l'État d'informer de la responsabilité du citoyen. Et pour l'instant, on manque de clarté sur le rôle des différents acteurs. Merci à vous deux d'avoir été avec nous en plateau. Merci à tous.